Le 28 février dernier, des missiles balistiques iraniens frappent des installations stratégiques au Moyen-Orient. Ce ne sont pas de simples roquettes artisanales. Ce sont des vecteurs de haute précision. Ils frappent à quelques mètres de leur cible. Pour le Pentagone, c'est un choc froid. L'Iran est sous embargo total depuis des décennies. En théorie, leurs usines n'ont pas accès aux puces GPS américaines, ni aux composants occidentaux de haute technologie nécessaires pour guider un missile à travers le désert. Alors, comment font-ils ? On a longtemps pensé que les ingénieurs de Téhéran rétro-ingénieriaient du matériel chinois ou volaient des composants civils sur le marché noir. C'est en partie vrai, mais cela n'explique pas la précision militaire millimétrique face au système de brouillage électronique de l'armée américaine. Pour guider un missile balistique avec cette précision, il faut une imagerie satellite militaire en temps réel. Et l'Iran n'a pas de constellation de satellites espions capables de faire cela. La réponse à cette énigme ne se trouve pas à Téhéran, elle se trouve à Moscou. En échange de milliers de drones kamikazes utilisés sur le front ukrainien, la Russie a ouvert l'accès à son réseau de satellites militaires à l'Iran. Ce que Washington vient de découvrir, c'est que la Russie donne des yeux à l'Iran dans l'espace. Les missiles iraniens ne sont plus aveugles, ils utilisent les coordonnées russes pour contourner les défenses occidentales. En essayant d'isoler séparément la Russie en Europe et l'Iran au Moyen-Orient, l'Occident a involontairement soudé une alliance militaire spatiale. Mais ce partage de technologie n'est que la partie émergée de l'iceberg, car cette alliance a un objectif beaucoup plus physique et il se trouve au milieu de la mer. Pour comprendre la panique actuelle des marchés financiers, il faut regarder un point précis sur la carte, le détroit d'Ormuz. 33 km de large, c'est par cette unique brèche maritime que transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié de la planète. C'est le poumon énergétique de l'économie mondiale. Si l'Iran décide de bloquer ce goulot, l'économie mondiale ne ralentit pas, elle s'asphyxie. En temps normal, plus d'une centaine de navires géants franchissent ce passage chaque jour. Aujourd'hui, le trafic s'est effondré de plus de 90%. Les armateurs refusent de s'y aventurer. Les rares pétroliers qui osent encore passer le font sous la menace directe des gardiens de la Révolution. Et c'est ici que le piège se referme. Le droit maritime international autorise le transit dans ces eaux. Mais l'Iran n'a jamais ratifié les traités mondiaux qui l'obligent à laisser le passage ouvert. Juridiquement, Téhéran estime être chez lui. Pour l'Occident, bloquer Ormuz est une déclaration de guerre. Pour l'Iran, c'est simplement l'exercice de sa souveraineté. Le problème n'est donc pas de savoir si le détroit est physiquement fermé par des chaînes ou des mines. Le problème, c'est que la simple menace de l'Iran rend la navigation impossible. Les primes d'assurance explosent, les équipages refusent de monter à bord et les pétroliers restent à quai. En quelques jours, ce sont des millions de barils de pétrole qui manquent à l'appel. L'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières du Moyen-Orient. Elle se répercute instantanément à la pompe à essence partout dans le monde. Un drone Shahed 136 coûte environ 20 000 $. C'est le prix d'une voiture d'occasion. Pour l'intercepter au-dessus de la mer Rouge ou du golfe d'Oman, un navire de guerre américain doit tirer un missile Patriot. Son prix, entre 3 et 4 millions de dollars l'unité. Bienvenue dans la symétrie financière totale de la guerre moderne. Le Pentagone ne fait pas face à une armée géante, mais à une guerre d'usure mathématique. L'Iran tire des vagues d'engins low cost, lents, bruyants, mais nombreux. L'armée américaine est obligée de les abattre pour protéger les navires commerciaux. Elle utilise pour cela ses munitions les plus précieuses et les plus chères. Le calcul de Téhéran est d'une simplicité glaciale, vider les coffres et les stocks de l'Occident sans se ruiner. Mais le problème n'est pas seulement l'argent, c'est le temps de fabrication. Il faut parfois 2 ans pour construire un seul missile intercepteur patriote de haute technologie dans une usine américaine. L'Iran, lui, peut assembler des dizaines de drones Shahed en quelques jours dans des hangars souterrains. Ce n'est plus une bataille de courage ou de stratégie militaire classique, c'est une bataille de chaîne de production industrielle. En forçant Washington à brûler ses stocks de munitions au Moyen-Orient, l'Iran réalise un double exploit. Non seulement il asphyxie le budget militaire américain, mais il l'empêche de reconstituer ses stocks pour d'autres fronts chauds dans le monde. C'est une hémorragie logistique silencieuse. Et le pire, c'est que cette hémorragie est précisément ce qui permet à l'alliance avec Moscou de franchir un nouveau cap technologique très inquiétant. Mais le vrai retournement de situation est ailleurs. On a longtemps pensé que l'Iran aidait la Russie en Ukraine en lui vendant simplement des drones kamikazes. C'est vrai,
Mais aujourd'hui, la Russie rend la monnaie de sa pièce à Téhéran. On ne parle plus de diplomatie ou de politique, on parle d'ingénierie militaire pure et de puces électroniques. L'analyse de débris de drones iraniens retrouvés récemment au Moyen-Orient a révélé la présence de composants russes de type Cometa M. Ce sont des récepteurs d'antennes ultra puissants conçus par l'armée russe. Leur fonction unique, rendre l'appareil totalement insensible au brouillage électronique. C'est ici que la stratégie occidentale s'effondre. L'armée américaine utilise massivement la guerre électronique pour dévier les drones et les missiles sans tirer un seul coup de feu. Elle brouille les signaux GPS, mais avec le module Cometa M russe greffé sur les drones iraniens, le brouillage devient inefficace. L'appareil ignore les fausses coordonnées et poursuit sa route vers sa cible. Ce transfert de technologie bidirectionnelle change la donne. L'Iran offre la quantité industrielle et un terrain d'essai en conditions réelles au Moyen-Orient. La Russie offre l'ingénierie de pointe et la résistance électronique. C'est un laboratoire de guerre commun. Les armes de Téhéran deviennent plus intelligentes, plus précises et surtout invincibles pour les systèmes de défense classiques de l'OTAN. Mais qui frotte réellement ses mains dans cette escalade mondiale ? Pour comprendre le jeu d'échecs actuel, il faut regarder plus au nord, à Moscou. La Russie n'est pas seulement un spectateur passif de la crise au Moyen-Orient, elle en est le principal bénéficiaire économique silencieux. Le calcul est d'une logique mathématique froide. Plus la tension monte entre Washington et Téhéran, plus le détroit d'Ormuz est menacé. Et dès que le détroit est menacé, les marchés financiers paniquent. Le prix du baril de pétrole brut s'enflamme instantanément sur les bourses mondiales. Or, qui est l'un des plus grands exportateurs de pétrole de la planète malgré toutes les sanctions occidentales ? La Russie. Chaque dollar de hausse sur le prix du baril de pétrole rapporte des millions de dollars de revenus supplémentaires par jour au Kremlin. Cet argent frais ne dort pas dans des coffres. Il finance directement les usines d'armement russes, les salaires des soldats et l'effort de guerre en Ukraine. Le chaos au Moyen-Orient est le véritable poumon financier de la Russie en 2026. Tant que l'Iran harcèle les navires occidentaux et maintient la pression sur l'énergie mondiale, les revenus russes augmentent. Moscou n'a aucun intérêt à ce que la paix revienne dans le Golfe. Bien au contraire, plus les États-Unis s'embourbent au Moyen-Orient, plus ils vident leurs caisses et plus la Russie s'enrichit. C'est le coup de génie géopolitique de cette alliance. Mais comment ces deux pays font-ils pour se payer ? L'Iran et la Russie sont les deux nations les plus sanctionnées de la planète. Ils sont totalement coupés du réseau bancaire international, le système SWIFT. En théorie, ils ne peuvent plus rien acheter ni rien vendre légalement à l'étranger, en théorie seulement, parce qu'en essayant de les isoler, l'Occident a provoqué exactement l'inverse de ce qu'il souhaitait. Il les a forcés à créer une forteresse financière parallèle, totalement hors radar, $0 américain utilisé. Quand Moscou achète des missiles balistiques iraniens de type Fatih 360, elle ne fait pas de virement bancaire, elle paie en nature, elle livre à Téhéran des tonnes de blé pour nourrir la population iranienne, elle livre du pétrole raffiné, elle livre des avions de chasse Sukhoi 35 de dernière génération pour moderniser l'armée de l'air iranienne et le reste se règle en lingots d'or physique. C'est le retour du troc à l'échelle d'États souverains, un commerce de l'ombre, de gouvernement à gouvernement, impossible à tracer et impossible à bloquer par les banques de New York ou de Paris. En voulant asphyxier ces deux économies par la monnaie, Washington a involontairement accéléré la dédollarisation du monde. Si ce modèle d'échange par troc et par or inspire d'autres géants économiques, le dollar perd son statut d'arme absolue. Et c'est précisément ce vide financier qui pousse l'Iran à franchir le pas de trop. Et c'est ici que nous touchons au point de non-retour, l'impasse nucléaire. L'Iran accélère l'enrichissement de son uranium à des niveaux jamais vus dans l'histoire du pays. En clair, Téhéran n'est plus qu'à quelques semaines, peut-être quelques jours, de posséder la matière fissile nécessaire pour assembler sa toute première bombe atomique. Pour Washington et Israël, c'est la ligne rouge absolue. Une ligne rouge qui exigeait en temps normal des frappes militaires préventives immédiates pour détruire les centrales souterraines de Natanz ou de Fordow. Mais en 2026, l'Amérique est paralysée. Elle est prise au piège de sa propre stratégie globale.
Avant de voir comment ce piège se referme mécaniquement, si ce genre d'analyse géopolitique vous aide à mieux comprendre les dessous de l'actualité, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne rater aucun de nos prochains dossiers. Si les États-Unis bombardent l'Iran pour stopper la bombe, Téhéran met sa menace à exécution. Il verrouille instantanément le détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole s'envole à des sommets historiques. L'inflation dévaste l'économie occidentale et qui récupère des milliards de dollars de revenus pétroliers supplémentaires pour financer ses propres usines d'armement, la Russie. C'est le chef-d'œuvre du piège stratégique irano-russe. L'Iran utilise le chantage nucléaire sous le bouclier passif de Moscou. Si Washington attaque, l'économie mondiale s'effondre et la Russie gagne. Si Washington n'attaque pas, l'Iran obtient l'arme nucléaire et change l'équilibre de la terreur pour toujours. L'Occident n'a plus de bonne option, il n'a plus que des choix douloureux. Nous sommes arrivés au point de bascule. Le monde unipolaire, celui où les États-Unis dictaient seuls les règles du jeu, est en train de se fragmenter sous nos yeux. L'Occident croyait pouvoir isoler séparément la Russie en Europe et l'Iran au Moyen-Orient. Il a fait exactement l'inverse. Il a soudé le bloc eurasiatique. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas une simple alliance de circonstances, c'est l'émergence d'un système mondial alternatif. Un monde où les satellites russes guident les missiles iraniens, un monde où les drones iraniens testent les technologies russes, un monde où l'on s'échange du blé, des armes et de l'or sans jamais toucher un seul dollar américain. La vraie question pour 2026 n'est plus de savoir si l'Amérique peut gagner cette guerre de l'ombre. La question est de savoir comment elle va gérer sa propre perte d'influence. Sanctionner ne suffit plus quand vos adversaires apprennent à vivre, à produire et à s'enrichir en dehors de vos propres circuits bancaires. L'histoire s'accélère, le premier qui tirera la première balle réelle dans le détroit d'Ormuz ne déclenchera pas seulement un conflit régional, il changera définitivement la face de l'économie mondiale. La question reste entière, l'Occident a-t-il poussé ses ennemis dans les bras l'un de l'autre par excès de confiance ? Pour suivre de près l'évolution de ces enjeux stratégiques et ne rien rater des prochaines analyses, abonnez-vous dès maintenant.